Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour ce numéro du mardi 9 octobre 2018. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Au programme d'aujourd'hui, focus sur le cinéma Le Parnal de la commune de Fillière avec son président. Hugues de Vries sera là pour le premier numéro de sa chronique jardinage et en fin d'émission, je recevrai Jordan Pierru, fondateur de l'Atelier du Bidon, qui nous a amené ce magnifique fauteuil. Mais avant d'accueillir mes invités, place à Fanette pour découvrir les titres du journal. Salut Fanette. Salut Sam. Alors, proposition de nouveau fauteuil. Oui, bah oui, il y a on du verra que mon changement. dernier invité est très confortable. Alors, on va parler notamment de l'école de la deuxième chance. Voilà, qui est installée à Vauglan, c'est l'école de la deuxième chance de Savoie. Donc c'est une école qui guide les jeunes vers l'emploi. Et donc là, on va s'intéresser à une initiative plutôt sympa. En fait, des entreprises mettent à disposition des costards, etc., des vêtements de travail, entre guillemets, pour que les jeunes puissent en bénéficier pour ensuite passer les entretiens d'embauche. Il y aura même un défilé qui sera organisé à le 25 octobre parce qu'il y a la ministre du Travail qui sera à Chambéry pour un grand colloque. Donc voilà, c'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Et puis nous irons dans un endroit que tu connais bien, que tu apprécies, Bonlieu, scène nationale. Voilà, j'ai été faire des images hier parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment à Bonlieu. En fait, il y a la troupe de Festen là qu'on voit à l'image qui est de retour à Annecy. Un grand succès. Grand succès, c'est vraiment à voir. Et donc, ils s'entraînent dans la grande salle. Dans la petite salle, c'est Nakama avec Saïef Remid qui était venu nous en parler sur ce plateau. Un très beau spectacle aussi. Et donc, tout ça pour dire que Bonlieu est un lieu de création. 8 créations cette année. C'est la première fois qu'ils en ont autant. Et ce que j'ai appris hier, c'est que Bonlieu est l'un des théâtres les plus actifs en la matière au niveau de la France. Donc voilà, petit reportage. Tu restes avec moi, on enchaîne avec la revue de presse. On débute avec un reportage sur la Banque alimentaire de Haute-Savoie. Voilà, ce sont nos collègues de France Bleu Pays de Savoie qui rappellent que la Banque alimentaire recherche des bénévoles, notamment dans la région d'Annemasse, des bénévoles qui doivent être disponibles dans l'idéal au moins 2 demi-journées par semaine. L'association, pour rappel, récolte, stocke et distribue des denrées alimentaires. Elle a besoin urgemment d'informaticiens, de communicants, mais aussi de chauffeurs pour ce dernier profil. Il n'est pas obligatoire d'être titulaire d'un permis poids lourd, un simple permis B voiture est suffisant. Donc avis aux amateurs, c'est pour la bonne cause. Et puis une jeune éleveuse à l'honneur dans Tarentaise Hebdo. Le portrait de Clémence Frison. Elle a 21 ans et elle gère au quotidien 50 chèvres et sa production de fromage sur la commune des Chapelles, donc en Tarentaise. Elle est originaire du Beaufortin. Elle a un quotidien millimétré et assez chargé, de 4h30 à 6h la traite, puis la fabrication des fromages, puis c'est le départ pour les marchés, retour vers 14h pour des livraisons et de l'accueil de clients. Puis il y a de nouveau la traite, ensuite on range, etc. Et enfin, extinction des feux à 21h avec le sourire. Donc ça fait des grosses journées. Et Clémence Frison, pour ceux qui souhaitent la rencontrer et goûter ses fromages, elle est sur les marchés de la Léchère, de Moutier, de Beaufort et de Bourg-Saint-Maurice. Et puis toi, on va parler un peu politique en prenant des nouvelles de Pierre Maudet. Oui, à nouveau dans la tourmente, Pierre Maudet, c'est-à-dire sur le site de Radio-Lac, puisque le Conseil d'État, qui a provisoirement quitté la présidence du Conseil d'État suite à son voyage controversé à Abu Dhabi en 2015, a participé il y a 2 semaines à une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire, le bloc opératoire de son ami Philippe Morel. Pierre Maudet aurait même manipulé un robot chirurgien durant cette opération très sensible qui consistait à retirer une tumeur à une patiente gravement malade. Les membres du personnel des hôpitaux universitaires de Genève présents lors de cette intervention ont immédiatement signalé cet événement indésirable grave à la direction. La justice a été saisie de cette affaire qui ne fait que commencer. Donc on peut dire qu'en ce moment, Pierre Maudet a c'est un beau timing pour lui. Le chic pour se mettre dans le beau drap. Et puis l'argent des jeux défiscalisé. Oui, Martin Fourcade et Marie Baucher ont été entendus puisque la semaine dernière, les 2 champions olympiques et paralympiques avaient écrit à Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports, pour leur faire part d'une doléance assez particulière puisque faut savoir que les 26 médaillés olympiques de Pyeongchang devaient payer des impôts sur leurs primes. On rappelle, quand on est médaillé olympique, en plus de la médaille, on a une prime. Et voilà, ils devaient payer des impôts sur cette prime, alors que ce n'est pas le cas des athlètes qui participent au JODT, donc il y avait une vraie discrimination. Ça a été écouté par les politiques, notamment un député qui a décidé de déposer un amendement pour remédier à cet impair. On rappelle que cette polémique intervient dans un climat assez compliqué entre le Comité national olympique sportif français et le gouvernement qui a décidé de baisser significativement le budget du ministère des Sports. Merci Fanette. Merci, ça va tout à l'heure. Allez, on passe à notre première rubrique, la rubrique Actu. Hervé Clairbou, installez-vous. Alors, vous êtes le président de l'association qui gère le cinéma Le Parnal, situé sur la commune de Fillière. Voilà, exactement. Bonne présentation.
Oui. Alors 2018, une année assez particulière pour le cinéma Le Parnal. Ah ben oui, parce que là, tout l'été, on a rénové la salle, on a agrandi l'écran, on a mis plus de place pour les spectateurs, c'est-à-dire on a enlevé un rang, on a décalé les sièges, enfin bref, on a fait en Vous avez sorte poussé les murs? Non, presque. Avant de s'intéresser à cette rénovation, un petit retour en arrière sur le cinéma Le Parnal, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un cinéma qui est situé donc à Fillières, ex-Toranglière, et puis qui existe depuis 1986, qui à la base était une antenne de la MJC, puis ensuite est devenu un cinéma à part entière. Et ça fait depuis 90 comme ça que les équipes se succèdent de bénévoles, puisqu'on est bénévole à 100%. Justement, c'est ce qui fait la spécificité du cinéma. Vous êtes un cinéma entièrement géré par des bénévoles. Voilà, ouais. Donc ce sont des projectionnistes qui se... C'est quoi? C'est des gens qui deviennent projectionnistes ou... Bah oui, moi par exemple j'ai été passer le CAP comme un jeune, bon il y a de ça quelques temps. Non, on fait la caisse, on programme les films, on discute avec les distributeurs, on fait tout de A à Z. Ouais. Pourquoi avoir choisi de rénover complètement la structure? Bah, en fait ce qui se passait c'est que les sièges, bon ça faisait 15 ans, donc 15 ans même si... on est un cinéma de proximité, donc on n'est pas salle comble tout le temps, mais au bout de 15 ans, avec les enfants, puisqu'on fait école au cinéma, collège au cinéma, ça s'use, quoi. Il n'y a pas à tortiller, et puis, puis ça fait assez sympa. Et puis là, on a pu avoir on a une ambiance aubergine, jaune. Faut venir, faut vraiment venir On au reviendra. cinéma. Vous êtes satisfait du résultat, j'imagine? Oh, oui. Franchement, hein, et c'est pas parce qu'on y a mis beaucoup. Oh, ouais. Faut vraiment venir au cinéma Le Parnal, on est super zen. Comment s'est passé le financement de ces travaux? Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc le CNC, donc l'État, la région, le département, nous, parce que nous, on a mis un peu de sous, et puis la mairie, bien évidemment, puisque c'est la mairie qui est porteur du projet. Alors avec cette nouvelle salle, vous avez aussi choisi de faire participer votre public à la programmation. Ouais. J'ai vu qu'il y a eu un vote Ouais. pendant tout cet été. Oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on a décidé de proposer au public de choisir un film parmi notre programmation. Et donc là, ça se passe en 2 étapes. Il y a une première étape, tous les gens proposent des films. Donc on leur donne une fenêtre quand même, hein, faut pas nous sortir Ben-Hur ou je sais pas quoi. Et puis ensuite, deuxième phase, on dit voilà ce que vous avez proposé, et votez. Et ça a marché. Ça a marché? Et les gens sont contents. Alors bon, le premier film qui a été choisi, ça va être sur la programmation là, c'est L'amour en fête. Bon, on va voir. Justement, en parlant de la programmation, là aussi on peut dire que vous sortez un petit peu de l'ordinaire. Il y a vraiment de tout chez vous, c'est très varié. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'équipe qui veut ça. Parce que dans l'équipe, il y a un comptable, il y a des infirmières, il y a des enseignants, il y a des agriculteurs. Ce qui fait que comme on se réunit tous les mois et qu'il n'y en a pas un qui décide, on propose, on défend. Alors si vous défendez bien, bingo, ça y est, votre film est voté, vous êtes un peu content. Si vous le défendez mal, il n'est pas voté, puis voilà, il passe pas, et c'est pas grave. Hein, mais il y a tellement de films, et du coup, voilà, ça nous fait une programmation où on va du Poirier sauvage à, par exemple, les vieux fourneaux qu'on a passés. Et je pense que du coup, le public s'y retrouve, parce que souvent on discute, parce que ce qui est intéressant chez nous, enfin je pense, hein, c'est qu'on est vraiment un cinéma de proximité, c'est-à-dire qu'à la fin ça discute. On a dans notre rénovation prévu devant la scène un sol plastifié parce qu'on mange souvent quand même. On boit la tisane souvent, ça papote. Les gens nous C'est pas connaissent. juste un cinéma, ça a une vocation supplémentaire quand on est un cinéma dans une commune comme Fillières. C'est quoi? Un service de proximité, de lien social? Bah ouais. Puis les associations viennent nous voir pour faire des soirées. Donc ça peut être la Frapna, ça peut être Attaque 74, enfin voilà. Et puis encore une fois, on connaît les gens. Et c'est assez marrant parce que quand il y a quelqu'un qui arrive pour la première fois, il est un peu surpris parce qu'il y a des gens qui entrent. Ah, bonjour. Enfin, c'est un cinéma de quartier, quoi. Si vous voulez. Vous avez le sentiment que vous avez une vocation qui dépasse le simple cadre du divertissement? On fait ce qu'on peut. Voilà, c'est déjà beaucoup, hein. On fait du mieux qu'on peut. Moi, ce que je dis toujours à l'équipe, c'est faisons les choses au maximum de ce qu'on peut au moment où on le fait. Voilà. Et après, comme ça, on n'a pas de regrets. Et bon, après, j'aimerais bien, peut-être. On va savoir. Vous, personnellement, le cinéma, vous êtes cinéphile depuis longtemps ou c'est venu avec le temps? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais cinéphile, j'avais le ciné-club, voilà. Et puis, quand je suis arrivé dans la région, parce que je ne suis pas d'ici, à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait ce cinéma. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que ça faisait un peu cinéma paradisio, parce qu'à l'époque, c'était du 35 mm.
Et mon père m'avait dit, ah non, j'ai toujours voulu être projectionniste. J'étais quand même fou, quoi. Parce que je ne savais pas. Et voilà. Et en fait, on s'aperçoit que plus on va au cinéma, plus on affine son regard, plus on devient pas critique, mais on comprend un peu plus. Et là, et on y va, on y retourne. Et comme on a une politique tarifaire relativement simple, puisque si vous êtes adhérent, vous payez pas cher, vous payez 4 €. Et puis qu'on fait un gros festival avec d'autres partenaires, parce qu'on travaille beaucoup avec d'autres cinémas, la Turbine, Cinéma Novel, l'Auditorium, la MJC au Parc. Et parce qu'on s'aperçoit que quand on a une petite structure, d'ailleurs on n'est pas un multiplex, on a une salle, un écran, hein, et il faut trouver des moyens avec le département, avec les amis, la Trace, par exemple, je sais plus où c'est, bon bref, il faut s'aider, quoi. Et c'est bien. Dernier point très important, tous les éléments qui ont été remplacés pendant ces travaux ont été soit donnés, soit recyclés. Ouais, alors ça c'était important. Donc c'est-à-dire que, par Pas exemple... de poubelle. Ouais, pas de poubelle, surtout pas. L'écran qu'on a changé, puisqu'on l'a agrandi, mais qui était encore bon, il avait 5 ans, eh ben, il est parti à Curienne. Les sièges, ils ont été démontés et ça a été vendu un minimum aux gens qui étaient proches de nous. Les réhausseurs, parce qu'on avait des réhausseurs qui ne pouvaient plus fonctionner pour les nouveaux sièges, ils ont été donnés vers en Savoie, je crois. Ouais, c'était important ça. On n'avait pas tout jeté quand même. On rappelle l'adresse du cinéma de Parnal. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande rue à Toranglière, Filière, et là, vous pouvez vous tomber, c'est le plus beau cinéma de Toranglière et de Filière. C'est simple, on est les seuls. Merci beaucoup en tout cas, Hervé Clairvaux. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Allez, merci. Allez, place désormais à une nouvelle rubrique. Je vous en prie. Nous allons parler jardinage avec Hugues de Briès. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes le responsable du potager verger du château de Menton. Absolument, oui. Ouais. C'est un projet qui a ses racines il y a pratiquement 1 an, ça, au mois de novembre 2017. Ça faisait des années qu'il germait dans ma tête, bien évidemment. Il s'est concrétisé. Voilà, il s'est concrétisé. En fait, il est né géographiquement et concrètement il y a 1 an, moins d'1 an. On va fêter son anniversaire dans 3 semaines. Lorsque j'ai rencontré Maurice et Pierre-Henri de Menton, qui ont tout de suite convergé sur l'idée du projet, sur l'intérêt qu'on avait ensemble à le partager avec les visiteurs du château. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce projet, ce potager verger du château de Menton? Alors, je dirais, il poursuit 3 objectifs. Alors naturellement, le premier objectif d'un potager verger, c'est de produire des fruits, des légumes et des plantes médicinales. Cette fois, c'est 100% naturel, en respect avec les principes de la permaculture. Je vous en dirai un petit peu plus après. Le deuxième objectif, c'est comme je le disais en introduction, hein, c'est de partager en fait les valeurs, la production avec les visiteurs du château ou des visiteurs qui viennent que pour le potager, au travers de visites simples, de visites guidées par mes soins, ou même des stages avec des thèmes techniques ou des réflexions sur l'éthique, le développement durable par exemple. Et le troisième objectif, c'est les entreprises. Personnellement, j'ai passé 25 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise. Donc vous connaissez? C'est un univers que je connais bien. Vous savez ce dont on a besoin? Oui, chaque problématique est différente, hein, mais bon, je connais bien ce contexte, disons. Et l'idée, c'est d'offrir aux entreprises des séminaires de mise au vert au travers d'ateliers de permaculture au potager. Alors, ces ateliers, ils ne sont pas choisis par hasard, hein. À chaque fois, en fait, ils mettent en exergue des situations qui soient transposables à d'autres écosystèmes vivants, comme n'importe quel écosystème humain ou comme l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous lancer dans cette entreprise? Parce que vous venez de le dire, vous avez passé 25 ans dans une entreprise. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet, dans cette aventure? Il y a déjà une première raison, c'est que cette année j'ai eu 50 ans, donc c'est un petit peu l'année des questions en disant mais qu'as-tu fait de tes talents, qu'as-tu fait de tes envies? Et c'est aussi une prise de conscience par rapport à l'environnement, au développement durable, en disant tiens, quelle a été ma contribution dans le système et dans cette responsabilité par rapport à l'écologie. Et je me dis, bon, bah tiens, en ayant une action comme ça qui tire des passerelles entre le monde végétal et le monde de l'entreprise, il y a peut-être des choses à faire, à produire des fruits et légumes de manière plus que respectable, hein, puisqu'on est vraiment de manière 100% naturelle, et aussi à jeter des passerelles avec le monde de l'entreprise pour les inspirer, pour fonctionner différemment ou pour faire évoluer certaines choses. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la permaculture,
Qu'est-ce que c'est que la permaculture? Alors, je ne vais pas vous en donner une définition parce qu'on en trouve plein sur Internet, puis surtout il y a des définitions différentes. Moi, je vais plutôt vous donner les 3 principes que j'ai retenus pour ce projet. Le premier, c'est pas d'intrant. Alors, un intrant, c'est un pesticide, un insecticide ou un engrais, même bio. Donc c'est 100% naturel. En gros, le potager doit être autosuffisant. Et quand on regarde une forêt, par exemple, personne ne va nourrir ces grands arbres qui pourtant grandissent et s'épanouissent dans la forêt. L'idée, c'est de recréer un écosystème autosuffisant au sein du potager. Mais il faut l'aider, hein. Donc ça demande pas mal de travail. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est pas de mécanisation. Alors, à cela, 2 raisons. La première, c'est que la main est capable de travailler à toute petite échelle. Donc ça veut dire densification. Et aussi est capable de travailler dans les 3 dimensions. Sur des plantes hautes, sur des plantes semi-hautes ou sur des plantes basses. Et en général, l'association des plantes leur font du bien. Enfin, il y a certaines associations qui fonctionnent très bien. Donc l'idée, c'est de densifier et de travailler dans les 3 dimensions. Puis en plus, des doigts, ça a des yeux, parce que n'a pas une machine. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est quand même un sujet d'actualité, c'est que le potager se doit de produire plus d'énergie qu'on n'en consomme. Donc par rapport au réchauffement climatique, c'est aussi une contribution qui a une vertu de pédagogie en fait, hein, par rapport aux visiteurs. Donc on a plein de solutions un peu smart, de récupération d'eau bien évidemment. Mais Vous êtes en plein dans la tendance en fait. Oui, parce que je trouve qu'il faut faire quelque chose, quoi. C'est le moment de se mobiliser. Alors pour les gens qui sont intéressés, rendez-vous sur votre page Facebook. Absolument. Pour toutes les informations. Oui, alors, ouais. Oh, aussi, ça nous encourage, enfin ça m'encourage, et puis c'est aussi être au courant des événements, des chantiers participatifs, voilà. Alors vous allez intervenir une fois de temps en temps donc, sur ce plateau, je le disais en introduction. On va profiter de votre présence pour finir cette interview. Une idée, là, un petit conseil pour ce début d'automne. Alors, avec l'hiver qui va arriver. Tout à fait. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut planter, parce que ça, c'est le goût de chacun. Par contre, vous avez certainement souffert d'attaques de nuisibles au printemps. Alors, je parlais d'attaques de nuisibles, de pucerons ou autres nuisibles. Il faut savoir que chaque nuisible a ses prédateurs. Donc, on le voit à l'écran, effectivement. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est de construire des hôtels à insectes. Alors d'une part c'est joli, c'est très pédagogique parce que chaque petite boîte raconte une histoire. C'est ludique pour les enfants. C'est ludique pour les enfants, donc il y a une vertu de pédagogie encore une fois. Et puis derrière c'est un vrai système intéressant parce que par exemple vous faites une boîte avec de la paille, donc ça va être le logis, l'habitat de la chrysope qui est gourmande d'araignées rouges, de cochenilles, de pucerons ou des écorces d'arbres dans lequel vont se nicher la punaise du peuplier ou des pommes de pin qui vont être le logis de la coccinelle, qui vont manger elles aussi des pucerons. Et c'est une façon de sédentariser, d'installer à demeure des prédateurs en vue de la crise du printemps prochain. Et finalement, vous voyez ce que je raconte pendant le séminaire avec les entreprises, ça encore, c'est un principe qui peut être transposable à d'autres univers, c'est-à-dire anticiper une crise, considérer les nuisibles comme partie du contexte, mais mettre les éléments en place pour répondre à ces nuisibles. L'avantage, c'est qu'on peut en faire pour plein de types d'insectes différents. Absolument. Donc là, dans cette photo, là, on voit des abris à prédateurs, mais il y a aussi des abris à pollinisateurs qui sont des auxiliaires du jardin ou des abris aux éboueurs du potager qui ont aussi leur rôle. Donc c'est tout un écosystème avec des boîtes et des habitats différents. Alors c'est beau, mais est-ce que c'est facile à construire ? C'est pas compliqué, hein. Vous récupérez une caisse de vin, vous faites des compartiments, vous récupérez des matériaux. Encore une fois, avec des enfants, ça se fait très bien, ça se fait en groupe. Et surtout, quand on le fait, on prend le temps de l'expliquer et on prend le temps d'expliquer le pourquoi des choses, en fait. C'est le genre de choses que vous proposez dans vos ateliers ? Alors, pas les ateliers avec les entreprises, mais par contre, j'accueille des scolaires, j'accueille des centres aérés, et là, on peut réaliser ce genre de choses. Et ça, encore une fois, une vertu de leur apprendre à observer les insectes, leur comportement, leurs habitudes, puis de savoir comment interagissent les animaux au sein du potager. Ils sont friands, j'imagine, les enfants. Ah, ils adorent ça, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Sur cette antenne. Merci. Allez, on termine cette première partie avec notre rubrique Lifestyle. Jordan Pierru, enchanté. Bonsoir, installez-vous. Alors déjà, merci de nous avoir prêté je vais me lever pour qu'on puisse le voir, ce très beau fauteuil. Merci beaucoup. Donc,
Vous êtes là en tant que créateur de l'atelier du bidon. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom qui peut faire sourire? Une bonne énergie, je pense. On essaye de mettre un petit peu notre grain de sel dans cette société qui a peut-être besoin d'un peu d'aide pour le recyclage et tout ça. Donc nous, on essaye vraiment d'axer là-dessus et de faire un produit qui est 100% upcycling, recyclage. On fait du neuf avec du vieux. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de redonner vie à des bidons? L'idée, elle est tombée, comme je pense beaucoup d'idées, un peu de nulle part. Ce bidon était chez mon grand-père. On voulait en faire un barbecue, donc exactement sous la forme qu'il est là. Et au moment de poser la grille, vu qu'on avait fait pas mal de découpes, tout ça, on s'est assis dessus pour un peu temporiser. Et on s'est dit, mais ça ferait même un siège. Et de là, c'est parti avec mon père qui est pas mal bricoleur aussi et qui est parti sur la fabrication d'un siège de A à Z. Donc vous avez monté cette entreprise en famille? Ouais, en famille, ouais. Alors comment est-ce que vous travaillez très, très concrètement? Comment ça se passe, le processus entre la récupération du bidon et la fin de la fabrication? Les bidons, en fait, donc on a maintenant la chance d'avoir des garages, des boîtes de transport qui nous gardent les bidons, qui sont quand même en très bonne qualité. On les nettoie. Il y a un gros travail de nettoyage, de dégraissage. Le tout fait avec de la sciure de bois pour encore une fois rester écologique le plus qu'on peut. Et puis après, on les personnalise en fonction souvent des demandes des clients actuellement, ou alors en fonction aussi de nous, ce qu'on a envie de faire, niveau couleur, tout ça. Tout est possible de faire avec une base de bidon comme ça, quoi. Alors ça signifie que chaque pièce est unique? Chaque pièce Quasiment. est unique. Quasiment, parce que c'est vrai que les découpes, même si on a un gabarit maintenant pour les tracer, ça reste quand même assez compliqué à faire. Ça reste une matière qui est assez souple malgré son aspect robuste, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué à travailler avec cette matière-là. Et c'est vrai que les découpes sont pas tout le temps parfaites, donc il y a toujours un petit peu de reprise à faire. Et non, c'est vrai que c'est peut-être prétentieux de dire que chaque création est unique, mais c'est vrai. C'est même malgré nous de temps en temps, quoi. Alors un bidon comme celui-ci, ça représente combien d'heures de travail? Celui-ci, je pense qu'il doit y avoir facile une douzaine, entre 12 et 15 heures de travail, sachant que le bidon sur lequel vous êtes assis, c'est un bidon qui a été sablé, et pour atténuer un peu l'effet du sablage, il a été reponcé. Quand vous dites Comme sablage? celui-ci. Sablage, c'est le processus, on va dire, où du sable est envoyé dans un pistolet avec de l'air comprimé pour faire sauter toutes les peintures et tout ce qu'il y a en gros sur le bidon. Ça nous fait gagner pas mal de temps pour le nettoyer, mais ça nous en rajoute pour avoir un aspect brut, poncé comme vous avez sous vos yeux en ce moment. Alors on se rend compte assez rapidement que ça rentre facilement dans une décoration d'intérieur. On a vu sur les photos. Merci. Et puis même là, le fait, voilà, c'est... Non, c'est ce qu'on a essayé de faire. Au début, c'est vrai que tout le monde nous disait, ouais, c'est super industriel, vous êtes un peu enfermé dans une niche industrielle, mais moi, je trouve pas du tout. C'est que tout à l'heure, quand je suis arrivé dans vos locaux, j'en ai posé un au milieu de votre petit salon où vous avez vos petits fauteuils en cuir. Les gens qui sont passés, ils se sont assis dessus comme s'il était noyé dans votre mobilier. Donc moi, je trouve que c'est ça. Il y a moyen de tout faire. Il y a moyen d'avoir une peinture comme celui-ci, personnalisée à souhait, noir mat, gris mat ou même aux couleurs d'un mur de chez vous. Il y a possibilité de les habiller avec tous les skies possibles et il y a beaucoup de références. Il y a possibilité de mettre du cuir. Il y a possibilité de rajouter un petit flocage si vous êtes un restaurant ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que les perspectives, elles sont quand même hyper larges et je trouve que maintenant, on arrive à se diversifier et à faire des produits qui peuvent être mis quasiment chez tout le monde. Selon vous, pourquoi ça marche autant le vintage? Je pense que c'est surtout l'upcycling qui marche, c'est-à-dire de donner une deuxième vie à un objet que vous avez. Je pense que ça rappelle un peu des souvenirs pour certains et je pense que tout le monde a un peu envie de créer un peu quelque chose et de l'afficher entre guillemets au milieu du salon et je trouve que c'est une super initiative et je pousse les gens à continuer à le faire. Alors aujourd'hui, vous travaillez avec des particuliers, mais aussi peut-être avec des professionnels? Je travaille avec des professionnels qui au début en fait ont été un petit peu surpris par le produit et que maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup de retours par rapport à ça et que on a des bars, des restaurants, on a aussi des salles de gym qu'on ne pensait pas forcément toucher, on a des garages on va dire que c'était un peu notre cible de prédilection, mais quand même pas tant que ça, quoi. J'ai trouvé que
Au niveau des bars, c'est vrai que même niveau décoration, on est quand même vachement dans quelque chose de moderne, assez vintage, enfin pas moderne, pardon, vintage et assez industriel, et que c'est vrai que petit à petit, ces sièges-là, ils sont rentrés normalement dans la décoration actuelle. Et je pense que les pros se sont quand même penchés un peu sur la question de faire quelque chose de nouveau, même dans un chalet ou quelque chose comme ça. On en a un petit peu marre de voir des gros fauteuils en bois, même si c'est super beau. Et du coup, c'est vrai qu'on amène aussi un peu de nouveauté. Alors, si demain, je veux un fauteuil en bidon, Ouais. comment est-ce que je procède? Je vais sur Facebook, On est joignable sur Facebook, Instagram, sur l'atelier du bidon. Il y a nos coordonnées, autant mail, téléphone, tout ça. Et on aime bien, enfin en tout cas moi, parce que je suis comme ça, j'aime bien rendre visite à mon client et discuter vraiment de ce qu'il a envie. Et à partir de là, on essaye de voir un plan en fonction de votre déco, en fonction de ce que vous avez envie, en fonction de ce qui est réalisable ou pas. Et puis voilà, le tour est joué, quoi. Dernière chose, pour avoir un ordre d'idée, un siège comme celui-ci, ça coûte combien? Celui sur lequel vous êtes assis, il coûte 249 €. D'accord. On a un premier prix, si on prend un bidon brut avec une assise en sky, à 219 €. Et après, ça monte, c'est assez dur à dire jusqu'où on peut monter, sachant que tout est vraiment personnalisable. Et si vous voulez un cuir un peu très haut de gamme, Forcément, le il faudra. fauteuil sera sûrement un peu plus cher aussi. Merci beaucoup en tout cas. Eh ben, Jordan. merci beaucoup. À bientôt et bonne continuation, Ouais, bonne chance merci. pour la suite. Allez, c'est l'heure de retrouver Fanette pour le rappel des titres. Alors, je vais mettre sur les marques. Avec ces beaux fauteuils. Les titres pour le journal que tu vas présenter dans quelques minutes. On parlera de l'école de la deuxième chance de Savoie. Voilà, qui est installée à Vauglan. Donc elle accompagne de plein de façons différentes les jeunes stagiaires. Là, c'est une initiative originale que nous allons découvrir ce soir. Des entreprises volontaires donnent des vêtements de travail pour les stagiaires, pour qu'ils puissent se présenter convenablement en entretien d'embauche, etc. Il y aura même un défilé organisé avec ces vêtements-là. Donc c'est un reportage de Jean-Paul Crispy. Et puis, Bonlieu Scène Nationale est en pleine émulation avec beaucoup de créations en ce moment. Voilà, beaucoup de créations, 8 au total sur l'ensemble de la saison. C'est un record. Il y en a 2 en ce moment en répétition, donc j'ai été les voir hier. Nakama de Saïef Rémy dans la petite salle, Festen du collectif MXM dans la grande salle. 2 spectacles qui sont à découvrir sur les scènes donc, de Bonlieu à partir de ce soir jusqu'à vendredi. Il reste des places, donc c'était pour donner un petit avant-goût et parler de création, parce qu'on a peu souvent parlé de création quand on parle de théâtre. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, c'est l'heure de la pub. On se retrouve juste après pour donc, le journal. Là, tout de suite.